l'accueil est comme ça à chaque fois, hein, je vous rassure. Moi j'étais frappé par à la fois la bienveillance que tu as avec tes comédiens, on sent que tu les aimes, et ça transparaît partout dans ton film. Et aussi l'amour que tu as pour la musique, d'où vient cet amour de la musique, en particulier classique ou pas, je ne sais pas. Non, non, moi je suis très inculte à la base en musique classique. Ça a longtemps été un complexe chez moi. On écoutait des chansons, on écoutait très peu de musique classique. Et puis un jour, je suis arrivé à Paris, dans le 19e, par hasard, juste en face du Conservatoire national de musique. Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Et j'avais pour voisine, à notre 6e étage, une violoncelliste que j'entendais jouer, qui venait voir si ça me dérangeait pas, et ça me dérangeait pas. Et une Allemande, voilà, qui vivait vraiment que dans la musique classique. Alors je lui prêtais des revues et des livres à lire en français, parce qu'elle me demandait ça. Et un jour, elle m'explique comme ça, en discutant, que ses parents sont musiciens classiques, sa sœur jumelle est musicienne aussi, flûtiste, et que Madonna, elle sait que ça existe, mais elle n'a jamais écouté. Et là, ça m'a... Wow. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Et donc, dans le quartier, on croisait beaucoup de jeunes musiciens. Et un jour, Tatiana, puisque c'est son prénom, me dit, est-ce que tu veux venir écouter? Je vais essayer d'entrer à l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et donc, j'ai préparé quelque chose que je vais devoir présenter. Est-ce que tu veux venir écouter ce que je vais présenter? Et je me retrouve face à elle dans une salle de répétition du conservatoire. Et là, j'entends la musique comme jamais j'avais imaginé l'entendre un jour. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme quand vous êtes au 3e rang d'une salle de concert. Vous entendez tout, vous entendez les doigts qui courent sur la touche du manche, vous entendez le crin sur les cordes, évidemment. Vous semblez entendre l'instrument qui respire, et puis le musicien aussi qui respire. Et quand des années plus tard, à une époque post-Covid où on n'était pas sûr que les spectateurs de cinéma reviennent un jour au cinéma, j'étais en train de commencer une histoire sur l'histoire d'un groupe comme ça où ça se passait pas bien, pas un groupe de musique du tout. Et je me suis dit, il faut quand même que dans mon film, il y ait quelque chose qui donne au spectateur une bonne raison de venir le voir en salle plutôt que chez lui, d'attendre qu'il passe à la télé ou de le regarder sur une plateforme. Et j'ai repensé à l'émotion que j'avais eue ce jour-là, à combien j'avais senti tout le travail, toute la précision que ça nécessitait. Et j'ai commencé à me dire, et si c'était des musiciens? Voilà. Et c'est devenu ça. Et Tatiana joue sur le générique de fin. Et d'ailleurs, tu vas faire un gros travail sur le son, parce que, question technique, vous êtes en 7.1 ici, donc c'est le top du top au niveau du son. Et c'est rare de voir des films français mixés comme ça. Et dans ton film, ça se sent, on a le moindre bruit sur l'archet, on l'entend, on entend tout, quoi. Oui, il y avait l'évidence que, vu la place qu'a la musique dans le film, si on veut croire au personnage, faut qu'il joue, faut qu'il sache jouer. Donc ça a été un défi de casting, et puis ça a été ensuite un défi de son, parce que, ok, il joue, mais il parle aussi, et puis on aimerait entendre les bruits des instruments, les bruits des partitions. Comment on fait pour que le spectateur ait vraiment un sentiment de proximité évidente avec le personnage à chaque moment du film? Donc quand il joue seul, c'est facile, parce qu'il joue, on enregistre comme on enregistrerait un monologue, et puis ça marche, et derrière on mixe, et c'est beau. Et d'ailleurs, j'ai commencé par chercher qui allait mixer le film, avant même de... Voilà, les premières personnes de l'équipe que j'ai sollicité, c'était le mixeur, parce que voilà, on me disait qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Olivier Guanard, qui connaissait à la fois bien la musique et qui était un grand mixeur, et il venait d'avoir une palme d'or avec Anatomie d'une chute, etc. Donc je vais le voir assez modestement avec mon scénario, et ça l'a beaucoup excité. Il m'a fait une liste d'ingénieurs du son qui seraient pertinents d'embaucher pour le tournage, et eux aussi sont venus, malgré tous leurs Césars et toutes leurs possibilités de tourner avec des metteurs en scène bien mieux dotés que moi et bien plus capés. Et eux m'ont dit, ah bah attends, il y a un chef-op là, il était en train de faire le De Gaulle, qui est un peu le plus gros budget, je crois, du cinéma français, mais il s'est barré parce que ça lui plaisait pas, appelle-le. Puis il est venu, et puis il a fait ça bien. Et voilà, comme ça. C'est comme ça que j'ai fait mon équipe. Et donc au mixage,
effectivement, on s'est posé, enfin, avant le tournage, pardon, en préparation, on s'est posé tout un tas de questions. Ce qui est très bien avec les gens très capés, très expérimentés, c'est qu'ils n'ont pas de certitude. Et qui disent, ah, peut-être on peut faire comme ci, peut-être on peut faire comme ça, machin, voilà. Ils viennent aux répétitions, écouter les interprètes qui répètent, on essaie des trucs et tout ça, et puis à la fin, on arrive au mixage avec une matière qui permet de faire ce que vous avez entendu. Alors il y a eu 1000 méthodes différentes pour arriver à ça, mais voilà, c'était passionnant. Je vous laisse la parole. Vous dites que vous ne connaissez pas grand-chose à la musique, pourtant votre film est d'une justesse artistique, justement, avec des réflexions très très puissantes et très vraies. Si j'ai voulu faire de la musique, c'est pour me libérer de ce que je trouve pesant dans le langage. C'est tout à fait ça. Et puis, la seule musique qui m'intéresse, c'est celle qui me reste à écrire, ça aussi. Et puis, les musiciens, quand ils rencontrent un compositeur, ils veulent tout comprendre. Et bien, c'est ça votre film. C'est l'alliance entre le sacré et le profane, je dirais. Le sacré qu'ils ont au fond d'eux et le profane de ce qu'ils ne savent pas faire. Et je trouve que c'est d'une justesse et d'une intelligence et d'une sensibilité tout à fait remarquable. Et puis il y a Grégoire Hetzel qui a fait la musique originale, qui est un homme exceptionnel. Et je voudrais que vous parliez justement comment vous l'avez trouvé. Parce qu'il est aussi romancier. Et il a fait des romans qui sont vraiment parmi les très grands livres de ces dernières années. Merci pour lui. Et bon, merci d'abord. Puis il y a un hommage à Martha Argerich, alors là, grand respect. C'est la plus grande. Montel, ça, ah oui, c'est la plus grande. Pardon, alors dans l'ordre. Oui, je reste relativement inculte en musique classique. Après, comme quand même j'ai travaillé 4 ans dessus, je suis voilà, un peu moins manche que je n'étais. Et Grégoire Hetzel, on parle d'abord mais pardon, d'abord ça me fait plaisir votre réflexion sur le profane, le sacré, parce que c'est, je crois, ce soir la 25e avant-première que je fais, et à chaque avant-première, dans ce dialogue avec le public, on comprend des choses, où on nous donne comme ça des petites pistes de réflexion qui font que le soir après on y pense, le lendemain, tout ça, donc merci pour ça. Grégoire Hetzel, Grégoire Hetzel, c'est un compositeur de musique de film, mais que j'ai choisi parce que justement il était à mi-chemin entre le compositeur de musique savante, avec une formation au conservatoire, etc., tout ce qu'il faut pour être... D'ailleurs là il va composer pour l'opéra, un ballet, il m'a dit tout à l'heure, il était très fier. Et puis, compositeur de musique de film, à qui on peut dire quand même, est-ce que tu veux pas retirer 15 secondes sans que ce soit une blessure d'orgueil insurmontable? Et lui, je vais le voir 1 an et demi avant le tournage, avec un scénario qui n'est pas tout à fait fini. Et d'abord, on parle du personnage du compositeur, évidemment, puisque c'est son métier. On parle des musiciens, parce qu'il les connaît très bien. Et il me donne, comme ça, des pistes. Alors, pour le coup, les phrases que vous citiez ne sont pas spécialement de lui, mais au moins, il les valide, ou il abonde, ou il corrige un peu, etc. Et puis, je lui demande... Il voit bien que sa musique, elle a un rôle très particulier, dans le sens où chaque séquence musicale, il se passe quelque chose entre les personnages. C'est presque comme une scène de dialogue. Quand il faut qu'on sente entre ces virtuoses, ces tendus, il ne peut pas mettre n'importe quelle partition en face. Il faut qu'il y ait une partition où il y a des beats, il y a des attaques qui sont fortes. Ça leur permet comme ça d'exprimer cette tension. Et quand on progresse au fil des répétitions vers quelque chose de plus harmonieux, ou de tout à fait harmonieux, eh ben, ils composent en fonction de ça. Et l'autre difficulté, et ça je pense que c'est relativement inédit, c'est qu'on doit, 4-5 mois avant le début du tournage, imaginer ce que va être la BO, c'est-à-dire, il y a 4 pages de scénario, puis il y a 30 secondes de musique qui vont être ça, puis il y a encore 10 pages de scénario, et là il y a 1 minute 15 de musique qui vont être ça, etc. Et d'imaginer que ça, mis bout à bout, avec les scènes qu'on n'a pas encore tournées, etc., vont permettre d'arriver au seuil du concert final avec l'appétit nécessaire et la réserve d'émotions nécessaires pour que le final fonctionne. Et donc il y a une part de pari, il y a quand même une part de réflexion aussi, et il se trouve qu'à la fin, voilà, ça fonctionne.
ce qui est singulier aussi, c'est que tes acteurs sont musiciens. Oui, ou les musiciens sont comédiens. acteurs. Ouais, il y a les deux. Il y a deux comédiens musiciens, sont Marie Vial, la violoncelliste, qui est vraiment une comédienne de théâtre public très reconnue, qui a fait plusieurs fois Avignon, etc., et dont je savais qu'elle avait joué du violoncelle sur scène, qu'elle avait fait pas mal de textes de Pascal Quignard, qui a écrit entre autres Tous les matins du monde. Voilà, que vous avez vu. Et il y a Mathieu Spinozzi, lui c'est un destin encore un peu différent, mère violoniste, père violoniste et chef d'orchestre, très connu dans le monde du baroque. Lui-même, il a toujours joué au violon, il aurait dû devenir violoniste. Et puis un jour, il a fait un casting adolescent pour un film, ça a fonctionné, et il s'est dit, ah c'est pas mal aussi la comédie. Donc il a un peu comme ça trahi le destin familial tout en continuant à jouer avec son père dans les formations que dirige son père. Voilà, donc ces deux-là, ils étaient parfaits. Ensuite, on a casté aussi des musiciens, mais assez souvent, il y avait une espèce de rigueur, d'attachement au texte qui faisait qu'il n'y avait pas de naturel que je recherchais, sauf avec Daniel Garlitsky d'abord, qui est un musicien connu, père musicien très connu, grand-père musicien russe qui a écrit une méthode qui faisait autorité en ex-URSS. Et lui, il est passé il y a quelques années au jazz manouche. Donc je pense que ça lui avait donné ce côté un peu à l'écoute de ce qui se passe, un peu capable d'improviser. Et vraiment, il avait ce truc de savoir s'amuser. Et lui, il a coaché d'ailleurs les trois autres parce qu'il est très très pédagogue et il a réussi à leur faire apprendre la partition à une vitesse assez hallucinante, de répétition en répétition. On les voyait se mettre en place et c'était assez impressionnant. Et Emma, la plus jeune, donc qui là tourne pour la première fois au cinéma, Emma Rabier, et qui elle est née dans une famille où on collectionne les instruments de musique. J'ai jamais réussi à savoir ce qu'il y a dans les placards. Mais j'ai vu le papa, j'ai l'impression que c'est bien. Et elle, donc, elle a appris à jouer enfant, elle n'a jamais cessé, elle a 25 ans, et voilà, elle jouait du violon et de l'alto, donc c'était parfait. Et Frédéric Pierrot qui joue de la clarinette. Et ouais, Frédéric Pierrot qui joue de la clarinette, et alors ça a été tout un débat, parce que ce que lui avait transposé, parce que moi j'ai d'abord trouvé les oiseaux, ensuite Grégoire a transposé quelque chose qui s'inspire des oiseaux qu'on allait entendre, et ensuite il fallait que Frédéric arrive à le jouer, et il y avait un passage des aigus au grave qui était compliqué pour lui, donc ils ont travaillé ensemble, c'était assez drôle, et de voir Frédéric Pierrot répéter non pas son texte mais sa clarinette, c'était assez sympa. Et Grégory Montel, il joue d'un instrument ou pas? Il chante. Alors ça, non, c'est génial parce qu'il vient, si je peux me permettre. Ouais. Ou si tu veux te permettre. C'est l'harmonica aussi. C'est vrai. Et il chante Nougaro, évidemment. Mais il arrive dans cette église où vraiment, je lui fais lire le scénario, il voulait faire le luthier, ce coquin. Et je lui dis non, le luthier, ça va être un vrai luthier parce que c'est pas que t'es pas capable, mais il sera meilleur quand même. Et du coup, je lui dis, par contre, le curé, t'en penses quoi? Et bon, il ne sait pas trop me dire non. Moi, j'ai une expérience de curé. J'ai déjà une expérience de curé, de faux curé, qui a été assez probante. Et du coup, effectivement, j'étais heureux quand tu m'as proposé le curé. Ça va me faire revenir 20 ans en arrière. Mais j'ai été un très bon curé, fut une époque. Et je ne savais pas du tout qu'il allait chanter Cantique de Racine, c'est ça? Oui, on chante le cantique de Jean Racine. Jean Racine. C'est vachement bien, c'est très beau, Gabriel Fauré, ça fait beaucoup de bien. Quoi. Ce qui est fou, c'est que ça raccorde avec ce qu'avait prévu de jouer Mathieu Spinozzi en studio, vraiment pas mal, quoi. Et ça, c'était un petit miracle. Ah, ben tu vois. Un petit miracle de notre Moi, ça m'a beaucoup plu. Ecclésiastique. Oui, je ne vais pas en rajouter parce que tout ce qui a été dit est parfait, comme votre film est parfait. Mais moi, j'ai pas eu les larmes aux yeux, mais c'était pas loin. Juste un mot, qui est-ce qui a trouvé le fil conducteur du vol des tourneaux? Eh bien, ça, c'est moi. Parce qu'on le sent. Quand vous en parlez, c'est vous qui en parlez, bien sûr, après, on le sent. Oui, on le visualise en les voyant jouer. On se dit, il est là, le vol est là. Alors, je reviens sur les images parce que toutes ne sont pas de moi. Mais avant, je voulais juste dire un truc sur Greg Montel et pourquoi c'était important pour moi
qui viennent à ce moment-là, parce que c'est pas juste un truc de j'aime bien faire jouer mes copains. Ce film, on a fait les choses plutôt sérieusement en termes de musique, mais ça reste une comédie, parce que moi je voulais que ce soit un film où les mélomanes comme les non-mélomanes puissent venir, puissent entrer dedans, puissent réaliser, comme moi je l'ai réalisé, qu'il n'y avait pas besoin d'être érudit pour comprendre la musique classique, sentir « Ah ouais, là ça joue bien, là ça joue mieux que là, machin ». Et donc je voulais que ce soit une comédie. Et je trouve que dans un film, il y a toujours ce moment où vous autorisez le spectateur à rire et vous lui donnez le lexique, un peu le comment il va pouvoir rire, dans quel type de comédie on est. Et là on est dans un type de comédie, voilà, qui est le type de comédie que moi je sais un peu faire, et pas un autre malheureusement, et Greg, je sais qu'il a ça. Et je sais qu'à force de films, d'aventures et d'aventures un peu en commun, je sais qu'il va avoir ça. Et je sais que son rôle, il arrive à un moment où j'ai besoin de ça, de dire au spectateur, voilà la comédie, t'as le droit de rire là, et qui donne le signal, et que derrière, vous ne regardez plus le film pareil, et vous retirez la scène du curé, ou vous mettez quelqu'un d'autre dans le rôle du curé, je vous jure que vous ne goûtez pas tout le reste de la comédie de la même manière. Voilà. Sur les images, et notamment ces deux séquences, ou ces trois séquences où Frédéric Pierrot, Charlie Beaumont débriefent les musiciens. Il s'est passé un truc, d'ailleurs on va mettre la vidéo là en ligne, c'est que Grégoire est venu voir les interprètes répéter, et il a fait ce débrief. Le petit papillon, le sous-bois, la mesure 35, le piano subito, etc. Et Frédéric était là, moi je notais, lui il écoutait, et donc après quand je lui ai resservi, il avait vu la scène. Et en plus, comme filet de sécurité, à chacune de ces scènes, on a demandé à Grégoire de venir de Paris sur le tournage, d'être là avec moi derrière le combo, parce que ça sécurisait Frédéric dans l'idée qu'il n'allait pas commettre d'impair. Voilà, comme il place la musique assez haut. Et donc ça s'est fabriqué comme ça, et c'est vrai que moi je reste assez bluffé par sa performance et la manière dont il arrive à lâcher prise, à basculer dans un truc réaliste. Et son humilité aussi, dans la vie. Vous le connaissez? Oui. Ah bah voilà. Ouais. Oui, petit détail historique sur les Stradivarius. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je vous cherche du Requiem. Je suis là. Ok. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Là, c'est l'histoire de quatre instruments, etc. On a envie d'y croire. Michel Leclerc, vous voyez qui est Michel Leclerc, le réalisateur, entre autres, du Nom des gens. Il me raconte un jour que dans un scénario qu'il avait écrit, c'est pas un de ses films, il avait mis l'anecdote qu'il y avait un boulon sur la Tour Eiffel, si vous le retirez, la Tour Eiffel s'éteint. Des années après, il est dans un café et il entend à la table d'à côté un mec qui raconte ça. Il se regarde, bah voilà, c'est ça la fiction. Donc, ces Stradivarius, telle qu'elle n'existe pas. Il y a un quintet de Stradivarius à la cour d'Espagne, qui est assez légendaire, qui est d'ailleurs dans un état de préservation assez bluffant, qui régulièrement joue. C'est un quintet. Je crois qu'il y a 3 violons, un alto, un violoncelle. Si quelqu'un pense que je dis une bêtise, qu'il me corrige. Mais le quatuor, il n'existe pas. Et en plus, allez, j'avoue une autre faute, c'est que la forme du quatuor en tant que tel, elle apparaît vraiment sur la toute fin de la vie de Stradivarius. C'est-à-dire que c'est possible que Stradivarius soit mort à 93 ans sans qu'on ait vraiment la forme du quatuor en termes de partition en tête. Voilà. Mais ça me plaisait bien. Alors.